Bonjour à tous et bienvenue chez les experts. Pendant une heure, nous allons parler de l'actualité de la semaine écoulée. On va parler de fric, on va parler de fresques, on va parler de flasques, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Je commence par celui qui a un bureau à Reyers, mais un bureau qui s'occupe de toute l'info bruxelloise. Bonjour François Heureux de Vivacité. Bonjour Jean-Jacques. Il est le nègre en tout bien tout honneur de Jacqueline Galland, ce qui fait de lui un communicant hors norme. Bonjour Nicolas Roisin. Bonjour. Elle vit ici et là-bas, compile meilleur du web local sur le site Vivre Ici. La journaliste Aurore Pénois, bonjour. Bonjour. Il était chroniqueur, il était blogueur et aujourd'hui il se pique d'être écrivain, ce sera pour le mois de mars. Bonjour Marcel Sell. Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Jacques. Alors la semaine a été difficile pour les mandataires de tout poil, démission en cascade en Wallonie, projet de nouvelle gouvernance en veux-tu, en voilà à Bruxelles et en Wallonie, dont notamment ces 21 propositions du Parti socialiste pour ses propres élus, reportage de Martin Collier et Quentin Rossels. En pleine affaire Publifine, le PS annonce 21 mesures pour moraliser la vie politique. Parmi elles, un plafonnement de la rémunération des élus. Désormais, les députés qui cumulent d'autres fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de conseillers communaux verront leur salaire amputé d'un tiers. Beaucoup de mandataires publics qui font en toute transparence, en toute honnêteté et en toute sincérité leurs jobs sont aujourd'hui mis dans le même sac que d'autres qui ont détourné les règles. Donc il fallait non seulement rappeler les règles, sans doute les renforcer puisque certains les détournaient. À Bruxelles, sur les 22 élus que compte le Parlement régional, 17 sont touchés par la mesure. Ridouane Chaïd est député bruxellois et échevin à Evere. Pour ses fonctions, il touche respectivement 4 700 et 1 900 euros net par mois. Avec les nouvelles mesures, il perdrait son salaire d'échevin. Mon mandat d'échevin ne sera plus un mandat rémunéré vers ma personne. Le montant sera redistribué, comme ça se fait d'ailleurs pour les autres partis, vers le parti. Une mesure qui s'impose comme une évidence. Quand on est parlementaire, on a déjà une rémunération qu'on peut juger plus que satisfaisante. Et donc, à l'heure actuelle, ce qui compte, c'est porter des projets, se battre pour nos valeurs et nos idées et nos propositions. Et c'est avant tout ça qui doit nous porter. Si certains sont convaincus par la mesure, d'autres restent bien plus réticents. Quoi qu'il en soit, le Parti socialiste semble bien décidé à faire le ménage. Alors c'était vraiment la semaine de la nouvelle gouvernance. On a l'impression que les soldes se terminent, mais la nouvelle gouvernance démarre, François. Oui, ce qui est étonnant évidemment dans cette séquence, c'est de découvrir comme ça tout d'un coup que il y a des mandataires qui sont trop rémunérés, qu'il y a des élus qui profitent de leur position pour s'octroyer des avantages. Ce qui est amusant ici dans les réactions, c'est Ridouane Chaïd, par exemple, qui dit oui, finalement, c'est normal que je ne sois plus payé comme échevin. Oui, alors si c'est normal, pourquoi ne l'avoir fait que maintenant? Pourquoi ne l'avoir décidé que quand le scandale éclate de manière très puissante? Pourquoi ne pas l'avoir décidé il y a 6 ans, 10 ans, 20 ans? Voilà. C'est évidemment, ça sonne un peu faux comme réaction. On ne peut pas s'empêcher de se dire, mais il fallait un scandale pour en arriver là. Et les réactions sonnent faux, évidemment. Nicolas Roisin. Bon, moi, je vais être un peu, peut-être pas vulgaire, mais je crois que c'est vraiment du foutage de gueule. Et je ne sais pas le dire autrement. Parce que quand vous voyez, moi, je viens de Charleroi. J'ai vécu en tant que jeune journaliste, donc il y a plus de 10 ans maintenant, toute l'affaire de la Carolingienne, où vous avez, à ce moment-là, tout ce qu'on a su. Il y a eu des gens qui ont été inculpés, des anciens bourgmestres qui ont été en prison, etc. Et on a entendu ce qu'on entend aujourd'hui. Et donc, on a cru peut-être naïvement, que les journalistes et les citoyens, que ça avait changé. Et ça n'a pas changé. On a même l'impression que c'est pire. Alors qu'on nous a parlé il y a 10 ans de la bonne gouvernance, et vous vous souvenez probablement du président de l'époque, du Parti socialiste, qui disait qu'il allait lui-même chasser les parvenus. C'est toujours le même. Oui, je sais que c'est le même. Enfin, entre-temps, il y en a eu d'autres entre-temps, mais ça veut dire qu'en 10 ans ou en 11 ans, rien n'a évolué. Et c'est pour là que je me dis c'est vraiment se foutre de la tête des gens, parce que c'est vraiment faire croire quelque chose qu'on aura du mal à vraiment voir venir probablement un jour. Aurore Pénois, sévère aussi? Oui, ceci dit, en plus c'est assez drôle parce que finalement, oui, ils abandonnent une partie de leur rémunération, mais ça rentre quand même au parti. Alors, connaissant un peu tout ce qui est montage et autres, si ça tombe, ça va revenir vers chez eux, ou en tout cas les servir. Finalement, est-ce que ça ne servirait pas directement plus facilement les citoyens? Ici, on prenait l'exemple des Verts. Il y a peut-être d'autres alternatives plus intéressantes, mais j'ai l'impression que c'est encore à nouveau le début de l'iceberg, pour revenir sur ce que tu disais, et que ça va continuer, et qu'on en verra d'autres, malheureusement. Ici, c'est une décision d'un parti, donc il peut difficilement décider pour tous les autres. Marcel Sell. Je crois qu'ils rejoignent surtout Écolo et le PTB qui avaient déjà ce genre de méthode. Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est qu'au départ, on parle d'un scandale colossal dans une intercommunale.
non seulement avec des emplois fictifs, mais aussi en plus avec des salaires complètement mirobolants. Et qui est-ce qu'on va attaquer finalement? Parce que, entre nous soit dit, 4000 et 1900 pour un échevin député s'il fait bien son travail, c'est pas colossal parce qu'au bout de 5 ans, il peut aussi se retrouver non élu et donc c'est un engagement. Bon, donc ça me choque pas tellement. Donc ici, on essaye d'éteindre un incendie en finalement un incendie d'un hypermarché en éteignant la petite poubelle qui est à côté, quoi. En mettant de l'eau. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos autres invités, Émir Kir et Emmanuel Debock. Je les invite à nous rejoindre. Émir Kir est député fédéral, il est aussi bourgmestre de Saint-Josse-Tenot, de PS. Emmanuel Debock est chef de groupe Défi au Parlement bruxellois et conseiller communal à Uccle. Alors, Émir Kir, on va commencer par vous. 100% du salaire de député et le salaire de bourgmestre reversé au parti. Est-ce que c'est une bonne idée pour couper court aux critiques? Voilà, il y a 21 propositions qui ont été faites par Elio Di Rupo au bureau national du parti. Il y a eu un débat. Mais il répond surtout à un souci de bonne gouvernance et de transparence qui se pose dans notre pays. Je pense que le problème part de Publifin et de Liège. Et des mesures ont été proposées, elles sont considérées comme certains comme un peu excessives, mais malgré tout, elles ont été adoptées par le bureau. Maintenant, il faut s'y tenir. Je pense que le décumul salarial... Votre avis à vous? C'était trop dur? Mon avis, c'est que je crois que ce qu'il faut surtout éviter, c'est de couper les liens avec la population. Si on veut à un moment donné continuer à travailler dans la proximité dans ce pays, il faut qu'il y ait encore une possibilité d'avoir des gens qui sont dans des conseils communaux et qui peuvent aussi siéger dans les parlements. Ce dont moi j'ai peur pour l'avenir, c'est qu'on se retrouve avec un décumul total. Et après, je dirais, on perdrait en pertinence et en cohérence au niveau démocratique. Mais avant le décumul total, on parle juste de l'aspect salaire, donc vous allez vous plier, c'est ça, vous y pliez. Je dirais c'est une décision qui a été prise au Bureau national, qui devra faire l'objet d'un débat évidemment au Congrès. Et à la suite de cela, tous les élus socialistes devront s'y plier, c'est évident. Alors Emmanuel Debock, c'est quelque chose, une idée qui pourrait aussi toucher Défi, ça, de caper à 100% les rémunérations? Mais je crois que ça fait partie des idées, effectivement, que l'on entend et qui, aujourd'hui, sont dans l'air du temps. Je crois qu'effectivement, la question du décumul, elle est inscrite dans les astres, mais elle pose aussi, effectivement, la question de la valorisation concrète du travail d'un élu, qu'il soit député ou qu'il soit échevin ou bourgmestre. Un bourgmestre, aujourd'hui, a énormément de responsabilités, notamment au niveau pénal. Et est-ce que le salaire d'un bourgmestre relate les responsabilités? Je crois qu'il faut avoir ce débat-là. L'argent ne doit pas être une motivation, mais ça ne doit pas non plus être un tabou. Donc je crois que la transparence, c'est la chose la plus essentielle qu'il y a. Et moi, je plaide avec mon parti pour que l'on publie. Et je crois que ce qui s'est passé en Wallonie ne se serait jamais passé si on publiait les rémunérations des uns et des autres et qu'on puisse effectivement contrôler tous les jours le travail de nos élus et pouvoir, lors des élections, avoir un jugement positif ou négatif par rapport au mandat que l'électeur a donné. François Heureux. Derrière cette question de cumul ou de décumul, il y a aussi la charge effectivement que représente la fonction. Prenons la fonction de député par exemple. Est-ce qu'on considère qu'être député bruxellois aujourd'hui, c'est un temps plein et qu'on ne peut pas faire autre chose en même temps? Ou bien est-ce que c'est un temps partiel qui permet d'être aussi échevin, d'être aussi bourgmestre, d'être aussi administrateur à gauche, à droite? Quel est votre avis là? C'est-à-dire, dans la réalité, c'est ça. Oui, mais... ce sont des mi-temps, en fait. Alors, est-ce que pour vous, Emmanuel Debock, ça pourrait être normal d'être juste à temps plein député? Ah, ça serait Parce beaucoup que là, plus vous êtes facile. chef de groupe, en plus, c'est conseiller. Alors, chef de groupe, c'est au même moment que je suis chef de groupe. C'est une fonction spéciale, comme on l'appelle. C'est une fonction spéciale qui m'oblige effectivement d'être là peut-être un peu plus souvent que d'autres, mais c'est le cas pour tous les chefs de groupe. Moi, je crois qu'il faut être honnête aussi. Je ne connais pas un député ou un échevin qui travaille 5 heures par semaine. Donc, on a des horaires qui sont très lourds. Ceux qui ont la chance de cumuler, ou la malchance parfois, d'être obligés d'être présents à plusieurs endroits en même temps, eh bien, ils ont la difficulté d'être justement, d'avoir ce don d'ubiquité, et c'est notamment la question qui se pose à un moment donné, est-ce que ce n'est pas trop d'être député ou échevin en même temps? Et donc, du coup, par exemple, rien que déjà siéger à la Communauté française et au Parlement régional, alors qu'on y est obligé par la loi, moi je suis obligé par la loi, je suis député à la Communauté française, les gens croient que je suis 2 fois député. Non, je ne suis pas payé par la Communauté française, mais les réunions se
font au même moment. Moi, je voudrais déjà qu'on puisse avoir, au niveau organisationnel, comme les Wallons, une semaine au Parlement bruxellois et une semaine où on puisse traiter des matières d'enseignement. Rien que cela, ça me permettrait d'avoir une semaine normale en répondant juste à la question, de 50 heures et pas de 70. Est-ce que, la question de François Heureux est assez claire, est-ce que être député, c'est un boulot à plein temps? Je crois qu'il y a moyen effectivement de travailler à temps plein pour être député. Ça devrait l'être. Mais c'est quoi un temps plein? Est-ce que c'est une question d'heures ou c'est une question d'investissement personnel? On tombe aussi dans ce travers-là. Moi, à titre personnel, je travaille 70 heures semaine. Je ne pointe pas en arrivant, mais il y a des gens qui travaillent moins, mais qui sont plus présents dans leur commune parce qu'effectivement, ils considèrent que leur mandat principal, c'est celui d'être avant tout bourgmestre. Et ça, c'est des gens qui ont 2 mandats. Ça, c'est clair. Oui, effectivement, mais voilà, moi je suis conseiller communal. Le conseil communal, c'est le soir. Voilà, ce n'est jamais en journée, c'est le soir, après le Parlement. Donc voilà, on prend ça sur nos soirées. À conseil communal, vous avez 50 € par réunion. Qu'elle dure 2 heures ou 3 heures ou 4 heures quand vous avez un budget, c'est 50 €. Il faut pouvoir reconnaître aussi qu'il y a des centaines de conseillers communaux qui donnent de leur temps, qui sacrifient leur famille, à s'occuper du bien commun, à contrôler les exécutifs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire. Je crois qu'Emir Kir est d'accord là-dessus. Oui, je vais partir de là. Je crois que quand on appelle un conseil communal un jeton de présence, on dégoûte les gens de la vie politique locale. Je crois que ce n'est pas des jetons de présence, les conseils communaux. Ils ont une présence effective le jour du conseil communal et doivent être énumérés par rapport à cette présence. Mais leur travail est un travail qu'ils font pendant toute la durée du mandat. Donc moi, je crois que si on revoit de fond en comble, c'est ce que propose aujourd'hui Rudy Vervoort, la représentation, la bonne gouvernance. Il va demander la validation par l'Université libre de Bruxelles et la VUB. Mais il faudra aussi valoriser le mandat d'élu local, que ce soit le conseiller, que ce soit l'échevin ou le bourgmestre. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra donner, je dirais, plus de souffle et d'oxygène à cette possibilité de décumul. Sinon, ce qu'on risque à terme, c'est de nous retrouver avec des gens qui vont être dégoûtés de s'engager dans la politique. Vous savez, ce n'est pas en touchant 80 € par mois que les gens sont motivés à le faire. Un autre élément important. Publifin, ce n'est pas ce qui se passe dans l'ensemble du pays. Il y en a peut-être d'autres. Et c'est maintenant, évidemment, à chacun à prendre ses responsabilités et à la justice aussi. Mais à côté de ça, je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer que parfois, il y a eu des intercommunales qui ont peut-être été créées pour permettre à des conseillers communaux d'avoir des mandats rémunérés. C'est le cas à Saint-Josse ? Ce n'est pas le cas chez moi, parce que dans le cas d'une petite commune, nous n'avons pas beaucoup de mandats. Mais je suis prêt, à ce que l'on puisse supprimer des intercommunales, des paracommunales, des pararégionales, si l'on valorise le mandat d'élu local. À ce moment-là, beaucoup de choses pourraient se décider au sein du Conseil, et toutes les autres choses qui sont d'ordre vraiment qui nécessitent beaucoup de spécialisation, je pense à la politique de l'eau, du gaz, de l'électricité, la télédistribution, je pense qu'il faudra garder des OIP ou des Donc on pourrait faire des vases communicants, en fait. Oui, supprimer certains mandats et revaloriser d'autres. Vous aviez fait le calcul, vous, Emmanuel Debock? En tout cas, notre parti, au niveau des filles, on a souhaité supprimer toutes les représentations rémunérées dans les intercommunales. On croit sincèrement que ce n'est pas le rôle d'intercommunal à rémunérer ses mandataires, c'est plutôt le rôle de la commune, effectivement, de missionner son ou ses représentants et de les défrayer et d'exercer un contrôle rémunéré, justement, pour savoir ce que ça coûte exactement, plutôt que d'avoir des comités qui, finalement, s'octroient eux-mêmes un salaire. C'est important d'avoir ce contrôle démocratique-là et donc de rendre, effectivement, les choses lisibles. Alors, sur le calcul... Oui. Quand on enlève 30% des conseillers communaux, quand on enlève des échevins, quelles économies on fait? Oui, mais si je voudrais que... Vous aviez fait ce calcul? J'avais fait que ça représente plusieurs millions, mais ce n'est pas non plus... Je crois que ça doit pas être fondamental. Il faut bien se poser la question de savoir qui on met pour faire quoi. Et l'objectivation du travail, c'est nécessaire à la fois dans nos communes et à la fois au Parlement. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que par la faute de quelques-uns qui, effectivement, n'ont plus considéré l'intérêt public comme prioritaire et se sont octroyés un certain nombre d'avantages, et ce sont que quelques-uns dans un endroit au sud du pays, voilà, mais c'est pas à Bruxelles. Et sincèrement, moi, ce que je vois à Bruxelles depuis 20 ans que je m'engage, je n'ai jamais connu cela à Bruxelles. Et si quelqu'un
sait que ça se produit à Bruxelles, mais qui le disent. On n'a pas ça à Bruxelles. Donc il faut le dire aussi qu'à Bruxelles, on n'a pas les scandales qu'on a vus dans le Sud. J'entends bien ce que vous dites, et c'est vrai, vous travaillez certainement beaucoup, tout le monde, comme beaucoup de gens dans la population. Il ne faut pas se plaindre de ça, parce que c'est un choix de faire de la politique, je pense. Mais Publifin, ce dont on parle, c'est une image catastrophique que vous, quand je dis vous, c'est les politiques de manière générale, pas vous deux évidemment, vous renvoyez à la population qui a déjà pas beaucoup confiance en la politique, qui dit souvent c'est tous pourris, etc. Et on se rend compte en fait ici qu'on est en train de prendre une petite ficelle, puis derrière il y a une pelote, etc. Avec une démission de M. Furlan, et tout ce qu'on est en train de voir, le népotisme, le clientélisme, le gâteau que 2-3 personnes se partagent, c'est ça le problème de Publifin. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, le décumul, etc. Et c'est vrai, j'entends bien qu'on travaille beaucoup en politique et que les gens sont motivés, mais il y a un vrai problème d'image et un vrai problème pour la population qui ne vous comprenne pas aujourd'hui. La population ne vous comprend pas. Je vais rebondir sur ce qu'il dit. C'est que c'est très bien de faire la clarté sur tout ce qui est mandat, député, échevin, bourgmestre, etc. Mais après, il y a les gens qui sont placés dans des intercommunales ou des sociétés anonymes qui en dépendent ou des ASBL. Et là, est-ce qu'on aura une clarté? Est-ce qu'on pourra savoir une telle personne qui travaille quand même pour une intercommunale gagne autant? Moi, je pense qu'il faut distinguer ce qui se passe avec cette affaire Publifin et tout le reste. Je pense qu'il faut éviter, je pense qu'il faut éviter. Ici, à Publifin, ce qui se passe est hors norme. Et je crois qu'on n'est pas sorti. Il faut absolument que ça se termine. Par rapport à la rémunération notamment du PDG de cette société, il faut que ça se termine au plus vite. Un ultimatum a été donné par le président de notre parti et toutes les formations politiques qui sont présentes là-bas doivent se remettre en question au plus vite. Et le Parlement wallon, avec Paul Magnette, a proposé une batterie de mesures pour mettre fin à cette situation avec des plafonds au niveau des rémunérations. Mais on le sait, excusez-moi, mais Stéphane Moreau, on sait combien il gagne depuis longtemps. On a l'impression qu'on découvre aujourd'hui. Il gagne 900 000 € bruts. C'est le patron du boîte privée. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous le saviez. Si vous le saviez, je pense qu'on l'aurait tous dénoncé depuis longtemps. On a appris des choses. Écoutez, on a appris des choses au cours des... On a appris des choses. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la proposition que nous faisions, ce qui était intéressant de dire, c'était au fond, il y a peut-être des organismes qui doivent exister distinctement en dehors du conseil communal, puisque ce sont des compétences communales. Parce que c'est des matières complexes et il faut des métiers spécialisés pour les gérer. Mais en dehors de ça, il faut ramener tout, je pense, vers là. Un élément aussi très important par rapport à toi. Tu disais tout à l'heure que il faut peut-être réduire le nombre d'élus. Oui, probablement, on doit le faire, mais il faut comparer ce qui est comparable. Ce qui fait la force de la Belgique, c'est la proximité des élus avec la population. J'ai les chiffres d'élus en Belgique par rapport à la France. Il y a 6 fois plus d'élus en France qu'en Belgique. On parle d'ailleurs en France d'un pays qui est dirigé par un millefeuille institutionnel. Si on parle du Parlement bruxellois, par exemple, eh bien, on peut beaucoup trop de députés, non? Peut-être au Parlement bruxellois comparé au Parlement wallon, comparé au Parlement flamand. Mais vous savez, dans ma commune, 28 000 habitants, j'ai autant d'élus qu'en Wallonie ou en Flandre. Mais si vous comparez le nombre d'élus, en Belgique, on a un élu pour 800 habitants. Il y a un élu pour 126 habitants en France, 209 habitants en Autriche, 256 habitants en Suède. Les seuls qui nous dépassent, c'est les pays anglo-saxons. On est là à 1729. Donc on ne doit rien changer. Non, ce que je dis, c'est qu'on est dans une bonne moyenne. Cela n'empêche pas tout ce qu'on a dit, à savoir peut-être qu'on peut faire encore un effort, mais surtout ce qu'on doit éviter de faire, à mon avis, c'est de couper la proximité avec la population, parce que les élus locaux, les conseillers communaux... On l'a bien compris. C'est essentiel. Vous l'avez bien expliqué. Emmanuel Debock. Pour répondre à la question que vous posiez, moi c'est quelque chose effectivement qui m'intéresse depuis le début. J'ai eu la chance de siéger dans un conseil d'administration comme commissaire aux comptes à Hydrobru. La meilleure manière de casser ou de tordre le cou à tous les fantasmes, c'est de publier sa rémunération. Tout ce qui est de la transparence, tout ce qui est finalement de nos impôts doit être publié. Et donc je touchais brut 1 600 € par an, c'est-à-dire 70 € par mois. Voilà. Après ça, vous en faites ce que vous voulez, mais je crois que l'honnêteté de la transparence, on la doit. Et donc publions. Transparent sur 1 700 €, mais peu importe, sur 960 €. Emmanuel Debock, pourquoi certaines intercommunales... Moi, par exemple, vous allez sur mon site internet, je publie mes fiches fiscales. Et je crois que mettre cette transparence-là à l'agenda du politique, ça permettrait au moins d'objectiver. Donc pour toutes les intercommunales. Mais pour toutes, évidemment, ça se fait dans les pays anglo-saxons. Pour toutes les intercommunales, ça se fait à la SNCB. Vous savez, si vous lisez le rapport de la SNCB, vous avez en dernière page les rémunérations des administrateurs. Eh bien, nous plaidons chez Défi pour que
Toutes les intercommunales publient les rémunérations de leurs On va dirigeants. en profiter pour passer à notre deuxième sujet qui découle de celui-ci, c'est la transparence. Il y a sans doute des efforts à faire en matière de gouvernement bruxellois, avec notamment cette semaine un coup de sang de nos collègues de Bruges et une réaction mardi de Vincent de Wolf, le chef de groupe MR. Quand le ministre-président fait un exposé, une déclaration gouvernementale, etc., on écoute. Quand après on réplique, on est interrompu en permanence par les membres de la majorité, y compris par les ministres. Ça n'est pas tolérable. La démocratie, c'est le respect réciproque. Et de la même façon, il n'est pas normal qu'on n'ait pas accès aux ordres du jour et aux décisions du gouvernement. C'est assez intolérable. Ça montre une pratique qui n'est pas conforme aux règles démocratiques. Pas d'ordre du jour, pas de décision publiée. C'est le seul gouvernement en Belgique qui travaille comme ça, Marcel Sel. Oui, non, mais là, il faut mettre de l'ordre, évidemment. Mais je crois que le problème est beaucoup plus vaste, c'est que le citoyen ne comprend plus le politique. Je veux dire, Publifin, en fait, ça a été quelque part la goutte qui a fait déborder le vase. C'est que tout à coup, ils se disent, bon voilà, nous avons un bourgmestre, mais c'est parce que c'est surtout sur la personne de Stéphane Moreau que ça s'est concentré. Nous avons un bourgmestre qui gagne 82 000, je pense, comme bourgmestre, et qui après va travailler pour va toucher 960 000 par an comme patron d'une société anonyme qui appartient à une intercommunale, mais dont il est le chef. Enfin, c'est un truc de fou. Et Elio Di Rupo, après avoir fustigé les parvenus, dit « Oui, mais vous devez choisir, c'est soit les 80, soit les 960, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. » On a quand même un bourgmestre socialiste, je veux dire, tout socialiste, tout ouvrier qui voit ça, dit « Mais c'est quoi ce monde? Ça n'a rien à voir avec moi. Nous, on doit trimer comme des fous pour gagner notre vie. Et eux, ils se font des petits services entre eux. C'est pas tout le parti, c'est pas tous les partis. Mais il y a comme ça des cénacles où on a l'impression que on est toujours au XVIIe siècle. Si je peux... Oui, est-ce qu'on a perdu le contact, Émir Kili? Mais peut-être d'abord répondre à Marcel. Tout d'abord, il y a un choix un ultimatum qui a été posé, et puis la région wallonne vient au Parlement avec un décret qui va plafonner les revenus dans ce type d'entité. Donc, pour des entreprises qui ont des capitaux publics, une mesure est aussi proposée par le gouvernement wallon, par le Parlement. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit aussi de manière générale sur la politique. Écoutez, moi, au quotidien, je vois des élus qui s'engagent pour la population. Je ne pense pas qu'il faut jeter aujourd'hui, et c'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que je dis, l'opprobre sur l'ensemble du personnel. Vous savez, les conseillers communaux, les échevins, ils sont en contact avec la population au quotidien. C'est dans les expositions, c'est dans, je dirais, des réunions de quartier. C'est au quotidien que le travail se fait. Il y en a toujours eu, il y en aura encore. Alors il y a la justice qui doit faire son travail, il y a la séparation des pouvoirs dans ce pays. Et puis nous devons prendre des mesures. Je crois que le PS a pris des mesures lundi, très fortes, 21 mesures. Un bourgmestre ne peut plus cumuler avec un poste dans une entreprise. Il y a les 2 cumuls salariales pour le poste de député. Vous n'allez pas nous faire les 21 mesures. Hein. Mais ça a été fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas non plus dire que les choses... Que rien n'est fait. Voilà. Non, pas rien n'est fait. Écoutez, non, on ne peut pas dire que rien n'est fait. C'est ça que je voudrais dire que le Parti socialiste, quand il dit que je fais le décumul salarial, je ne vous entends pas demander ce que va faire le MR, le CDH, le défi et les autres formations. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de tout le temps dire le PS, mais le PS, quand il prend ses responsabilités, c'est aussi parfois intéressant de dire ils l'ont fait. Oui. Emmanuel Debock, d'abord une réponse sur l'ordre du jour du gouvernement. Oui. Moi, je plaide effectivement pour ce genre de transmission d'office. Je trouve que ça devrait même être sur le site internet du Parlement ou du gouvernement. Ce serait tout à l'honneur du gouvernement de mettre les ordres du jour de son Conseil des ministres disponibles à la population. Ça serait de la transparence, effectivement. Dans les pays anglo-saxons, on peut s'inspirer des pays anglo-saxons. La Fédération Wallonie-Bruxelles, je crois qu'on y gagnerait, et je crois que les notifications... Attention, nous avons obligé, nous, parlementaires, cette année-ci, à transmettre déjà les notifications. Vous savez qu'on ne recevait pas les notifications du Conseil des ministres qu'après, même la presse. Donc on apprenait par les journalistes ce que le gouvernement avait décidé. Donc c'était un peu fort, c'était les députés qui devaient aller téléphoner aux journalistes pour savoir ce que le gouvernement avait décidé. Donc là, pas de souci, tout ce qui peut améliorer la transparence, feu vert. Sur les rémunérations, pas de poids de mesure. Aujourd'hui, les députés échevins font un gros effort et les partis font un gros effort, mais que la règle s'applique à tout le monde.
je suis désolé, mais il y a un certain nombre de mandataires qui ont des fonctions dans les cabinets ou même dans l'administration et qui sont à 200 ou 250%, ça ne va pas. Donc la règle Les du règles ne plafond, sont pas les mêmes c'est pour la tout le même monde, pour tout le monde. Dès qu'on a un mandat politique, on se l'applique. Et ça ne doit pas juste être pour les députés, parce qu'en fait, finalement, on appauvrirait, on serait en train d'appauvrir la fonction, en fait, la seule qui est détenue par le citoyen, alors que finalement, ce serait dans les cabinets ou ailleurs que le pouvoir, en fait, serait concentré sur des personnes qui auraient, par ailleurs, plusieurs mandats. Nicolas Roisin, pour conclure là-dessus. Par rapport à Publifin, je pense qu'il y a le cumul qui pose problème. C'est une chose, on en a parlé. Il y a la rémunération excessive qui pose problème. Il faudra encore répondre à une autre question, c'est comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait un système qui a été mis en place où plusieurs partis politiques ont pu bénéficier de largesses financières pour des prestations fantômes. C'est-à-dire que des gens ont été payés à ne rien faire. Et bien payés. Et ça, c'est le contrôle politique. Oui, et ça, c'est la vraie question, parce que le cumul, contrôle on en parle depuis longtemps. C'est la publication, la transparence, c'est ça qu'il faut faire. Bah, vous n'auriez pas eu Publifin si on avait eu la transparence des montants, vous n'auriez pas eu le scandale de Publifin. Donc c'est important d'avoir cela même à Bruxelles. On va passer à une rubrique qui existe depuis maintenant le début de l'année, ça s'appelle Tête d'affiche, et donc je vais vous proposer à chacun une espèce de pause visuelle. Je vais vous présenter 4 visages différents, pour l'un et pour l'autre, qui ont fait l'actualité. Et à vous de choisir le visage qui vous inspire une remarque positive ou négative, et on va commencer par vous, Emmanuel Debock. Alors, il y a tout d'abord le prince Laurent, morigéné par le Premier ministre, Jean-François Godby, dit le magistrat incorruptible, cité dans le Kazakh Gate, Nabil Ben Yadir, le réalisateur de Angle mort, sorti mercredi, et Paul Magnette, numéro 1 des politiques dans le cœur des Bruxellois sondés. Alors, qui choisissez-vous? Le prince Laurent, Godby, Nabil Ben Yadir ou Magnette? En termes d'engagement, peut-être Nabil plutôt. Oui, un petit mot sur Nabil Ben Yadir. Moi je crois que ça fait partie des gens de la société civile qui s'engagent, qui font du cinéma. Alors je ne connais pas toute son œuvre, mais je vois que tant en français qu'en néerlandais, il excelle. Et voilà quelqu'un qui montre un autre visage de l'engagement citoyen et de Bruxelles en particulier. Alors c'est lui qui avait fait Les Barons, et donc c'est lui qui a fait ce film de genre, fait un polar. Voilà, je trouve que des gens pareils devraient être mis plus souvent en exergue. C'est le cas aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire un petit clin d'œil. Parfait, on va passer à vous, Émir Kir. Alors je vais vous proposer 4 autres visages. On commence par Manuel Valls. Ah oui, ça c'est terrible ça. Benoît Hamon, le candidat favori aux primaires, et puis Francis Danemark, un écrivain bruxellois qui a eu le prix du Parlement de la Fédération, ou Theo Franken, le secrétaire d'État qui s'occupe des rapatriements et de la simplification administrative. Il va faire un classement sans suite. Non, on va voir. Donc Manuel Valls, Benoît Hamon, Francis Danemark, Theo Franken. C'est sous quel angle? Le choix positif ou négatif, vous choisissez qui vous voulez. C'est Benoît Hamon. Ouais. J'ai suivi le dernier débat et je l'ai trouvé très probant. Sur l'allocation universelle, j'avais des questions et je trouve qu'il y a répondu. Et je l'ai trouvé dans une stature remarquable. J'ai trouvé que devant Valls, il avait fait une très bonne impression. Je partage beaucoup de ses idées. C'est votre candidat? Parmi les candidats en lice actuellement, il est probablement... Oui, moi, mes faveurs vont vers lui. Très bien. J'ai peut-être oublié quelqu'un, Bonhomme, mais on en reparlera tout à l'heure parmi les gens qui ont fait la semaine. Alors, il y a eu un clash cette semaine au comité de concertation, c'était mercredi. Région bruxelloise et région flamande ne trouvent pas d'accord sur le bruit et sur le survol des avions. Il faut dire qu'une étude surprise sortie par la ministre Frémaux n'a rien fait pour calmer le jeu. Les explications sur cette étude, Michel Gaillard. Les avions dans le ciel, calvaire des Bruxellois. Cette fois, c'est une étude qui le dit, réalisée par Bruxelles Environnement. Elle chiffre le coût santé annuel du survol de la capitale. 64 millions d'euros et 121 millions d'euros par an si on étend à l'Interland bruxellois, exclusivement flamand. Bruxelles, plus densément peuplée que sa périphérie, encaisse donc à elle seule plus de la moitié des nuisances aériennes. L'avion qui est loin d'être le seul tracas des Bruxellois. Ce qui pèse le plus, le bruit routier, 60%. Puis le trafic aérien, 32%, et enfin les trains, 9%. L'étude reprend les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a pour indicateur la population globale de la capitale, un peu plus d'1 million d'habitants, multiplié par un coefficient santé et un facteur d'incapacité. Troubles du sommeil, stress, gêne, l'OMS estime ainsi qu'à cause de l'ensemble du bruit auquel ils sont soumis, les Bruxellois perdent chaque année l'équivalent de 5300 années de vie en bonne santé, et le coût sanitaire global du bruit pour l'économie est de 265 millions d'euros à Bruxelles.
Alors le coût est élevé, François, à la fois en santé et en valorisation. Ce dossier avec la lutte contre la pauvreté et les bouchons à Bruxelles, c'est sans doute un des plus grands échecs politiques de ce pays. Ça fait depuis quasiment que l'aéroport existe qu'on n'a jamais réussi à régler ce problème. Il y a toujours eu des nuisances et il y a toujours eu ce rapport de force entre santé publique d'un côté et emploi et économie de l'autre. Alors moi je pense qu'à un moment il faut que les politiques se retirent peut-être un peu du jeu et laissent des experts, puisque apparemment ça ne fonctionne pas, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Est-ce qu'une commission indépendante qui est sur la table, c'est une des propositions, qui ferait la balance entre intérêt économique, densité de population, routes aériennes, et qui pourrait proposer un plan, et que les différentes parties s'engagent à accepter, en disant voilà, on fait confiance à des experts indépendants et on acceptera leur point de vue et leur plan. Je pense que sans ça, je ne vois pas très bien comment on s'en sortira, parce que c'est chaque fois les mêmes arguments, et au final, moi, en tout cas, je ne vois aucune solution à part celle-là, à part peut-être que les politiques se retirent un tout petit peu du jeu et laissent faire les experts. Et Mirki, qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Mais ça peut être une piste. Je pense que les une experts... piste, c'est le cas de le dire. Oui. Une piste intéressante. Voilà. Mais je trouve que le gouvernement bruxellois est cohérent. Je trouve que la manière dont ils mettent en œuvre leur accord de gouvernement est claire, affiché. Et je crois qu'ils sont occupés à mettre au pied du mur le gouvernement fédéral. Alors, Charles Michel a demandé une nouvelle date. Il va venir avec une proposition. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, on sent bien que du côté du gouvernement bruxellois, la santé des Bruxellois est une préoccupation première. On sent dans le discours de Rudy Vervoort, de Céline Frémaux, on ressent ça. Je pense qu'il faut maintenant les soutenir et espérer et attendre que ce gouvernement fédéral sorte une proposition. Il y a l'allongement de la piste qui est évidemment une solution qui pourrait éviter que l'on passe là où il y a une forte densité de population sur le territoire bruxellois. Et l'argument économique, est-ce que ça vous touche, vous, Emmanuel Debock? Mais je voudrais quand même rappeler une chose, effectivement, c'est l'angle santé qui ici protège les Bruxellois. Et effectivement, ce gouvernement-ci, PS, CDH, DEFI, est courageux puisque c'est la première fois qu'on ne va plus appliquer la tolérance que pendant 10 ans les ministres écolos ont accepté en ne respectant pas finalement la norme OMS. Non, mais il faut quand même rappeler l'historicité. L'historicité. C'est l'arrêté Gozouin, dit arrêté Gozouin d'il y a 10 ans, qui a permis aujourd'hui de protéger virtuellement, puisque en l'occurrence la Flandre fait tout ce qu'elle peut au niveau juridique pour ne pas le voir appliquer, et qui a empêché effectivement la chose. Mais moi, ce que je voudrais encore rajouter une chose, c'est que la situation aujourd'hui, elle est pire qu'avant. Il y avait moins d'avions qui survolaient la capitale. C'est parce qu'il y a des nouvelles routes aujourd'hui qui survolent les zones les plus densément peuplées, de Schaerbeek, du canal, et en plus les avions, en réalité, ne survolent pas le canal. Ils dévient. Si vous habitez Ixelles, vous voyez de temps en temps passer des cargos Uccle, Forêt, vous les avez aussi le soir ou le matin. Et alors, chose très intéressante, c'est pas tant les routes, c'est à quel moment elles sont utilisées. Les Bruxellois voient systématiquement leur samedi et leur dimanche matin les avions survoler, ce qu'ils n'ont pas en semaine. Ça c'est le constat, mais quelle solution alors? Et donc à un moment, il faut pouvoir appliquer les règles. Les règles, elles sont strictes. OMS, objectivons. Vous avez parlé d'experts. Les experts, ils ont décidé quoi? Le principe de précaution, c'est de ne pas faire survoler les zones les plus densément peuplées. Eh bien, appliquons ce principe et voyons ce que ça donne. On voit bien que ce n'est pas possible pour l'instant, puisque les Flamands bloquent. Europénois. Oui, moi je me demande aussi jusqu'à quel moment ou quel événement fera que vraiment ce dossier va être réglé beaucoup plus vite. Et je suis, François Heureux, sur cette idée d'avoir des experts, parce que j'ai l'impression qu'avant d'être né, déjà, c'était un problème, cet aéroport. Et on le voit maintenant que ça dévie aussi sur des autres aéroports régionaux. Peut-être que pour le côté économique, ça va être profitable plus à la Wallonie, notamment, si on ne trouve pas de solution sur Bruxelles. Et la santé, évidemment, c'est de pire en pire. Mais ça rejoint aussi tout ce qui est aspect mobilité à Bruxelles. Et ça, c'est rien vraiment de neuf. Marcel Sel. Je voudrais quand même mettre un tout petit bémol. Je suis totalement d'accord avec François Heureux. Mais quand même, on parle ici de chiffres, je veux dire, chiffrer les problèmes de santé qu'on a du fait du survol des avions, moi ça me paraît quand même un petit peu surréaliste.
Parce que d'autre part, on sait que dans les villes, on vit plutôt plus vieux parce qu'on est plus proche des hôpitaux, etc. Donc la ville a des avantages et des inconvénients. Il suffit de chiffrer la densité de population survolée. Oui, mais ce sont des arguments qui sont relativement politiques, qui sont présentés comme scientifiques, mais qui sont quand même relativement politiques, et chacun va sortir les siens. Or, moi je pense qu'on n'aura qu'une solution internationale si un jour on pouvait demander au casque bleu de nous le régler. Voilà, c'est ça, une troupe internationale de l'ONU qui viendra s'installer. Nicolas Roisin. Je vais juste donner un chiffre, puisqu'on parlait de chiffres. J'ai préparé l'émission, j'ai trouvé des chiffres. La piste 7, elle, donc qui survole Bruxelles, va jusqu'à 285 000 personnes. Alors que quand vous êtes dans la région... Survolée, évidemment. Ouais. Alors que quand vous êtes dans la région flamande, on est à 55 000 personnes. Voilà. Donc, il y a 230 000 personnes. L'objectivation, elle est Emmanuel Debeau, on est tous d'accord ici, il n'y a pas de flamands. Oui, c'est ça. Le problème. Non, mais les Flamands, eux, ne disent pas ça. Vous avez fait un petit croche-pied aux écolos. Ouais. Ce dont on parle, c'est ce que Isabelle Durand a essayé de mettre en place à l'époque. Et on sait ce qu'il en est advenu. Donc, effectivement, on est entre francophones et on est tous d'accord pour dire il faut envoyer les avions au-dessus des zones moins survolées, mais sauf que ces zones moins habitées, elles sont en Flandre. Oui, les Flamands nous critiquent en disant que nous, on fait semblant de ne pas tenir compte de l'aspect économique, que finalement... Bruxelles-Airport, on a vu quand il était fermé, cet aéroport, c'est quand même un poumon pour Bruxelles. Donc on doit aussi en tenir compte quelque part, à la fois de la santé et de l'économie. Comment est-ce qu'on fait cette balance? Tout à l'heure, je suis intervenu sur la santé publique. Personne ne peut éluder l'aspect économique pour l'ensemble du pays, y compris pour Bruxelles. Ce qui est dommage, je pense, dans le dossier, c'est que Charles Michel est seul. Les francophones sont sous-représentés dans ce gouvernement et la NVA est vraiment très puissante. Et on sent bien que Ben Waits a du poids quand il demande un comité de concertation. C'est vraiment dommage pour les francophones. Même, il faut malgré tout espérer aujourd'hui qu'on trouve une solution qui améliore la situation actuelle. Parce que la situation, comme l'a dit mon collègue, s'est dégradée au cours de ces derniers mois. Donc j'espère que le 21 février prochain, lors du comité de concertation, le gouvernement fédéral viendra avec une proposition, peut-être des experts, ou une proposition plus concrète. Eh bien, on verra ça la prochaine fois. En attendant, on va parler d'une autre nuisance, l'alcool, avec Tournée Minérale. C'est l'idée de la Fondation contre le cancer. Un mois de février sans boire une goutte d'alcool. Quelques futurs participants à Tournée Minérale revenaient sur ce sujet dans le magazine M avec Jean-Christophe Pesès. Écoutons-les. Les femmes, c'est 2 verres standards en moyenne par jour au maximum. 10 verres au maximum par semaine, avec une abstinence minimale de 2 jours par semaine. Et un verre standard, c'est 10 centilitres pour un verre de vin et 25 centilitres pour un verre de bière. Alors, petit quiz, vous êtes au-dessus, vous pensez, vous ? Ça dépend des périodes. Et vous Alors, oui, en tant que jeune trentenaire qui sort pas mal, surtout le week-end, c'est vrai que oui, je suis au-dessus. Ouais, donc ça va pas être simple. Hein, ça va pas être simple, c'est vrai. Et c'est vrai quand on dit qu'on participe à la tournée minérale, certaines personnes sont là genre ou à quoi. Mais je crois que c'est tout à fait faisable. Et il y a plein d'autres choses possibles aujourd'hui. Là, les cartes dans les bars et tout proposent tout le temps plein d'autres choses, donc ça va pas être difficile, je pense. Alors, on va voir le tableau pour les hommes aussi, où là, c'est 3 verres par jour, 15 verres au maximum par semaine, avec une abstinence minimale de 2 jours, donc ils peuvent boire un peu plus, mais ceci dit, ça risque d'être compliqué. Alors, c'est vrai que vous donnez beaucoup de conseils sur le site pour tenir le coup, parce que, vous le savez, des difficultés, il va y en avoir durant ce mois de février pour les participants. Des difficultés, il va y en avoir, oui, parce que la consommation régulière d'alcool, et je ne parle pas de consommation problématique, mais la consommation régulière d'alcool est vraiment très ancrée socialement, et surtout en Belgique, on en parlait encore dernièrement dans les médias, un des pays où la consommation d'alcool par habitant est la plus élevée en Europe, et c'est une consommation qui est liée à beaucoup de moments, des moments qui sont festifs, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais des moments aussi qui sont superflus. Alors, des moments superflus. Est-ce que vous allez faire la tournée minérale, Aurore Pénois ? Je tâte encore, en fait. Notamment parce qu'il y a des événements qui font que ça va être compliqué. Carnaval, mais, voilà, par exemple. Mais par contre, je trouve que cet événement est assez intéressant, ne fût-ce que pour une chose, c'est que ça amène le débat sur la table et ça a obligé les gens, en fait, à se poser la question sur leur propre consommation, celle de leur conjoint, et déjà à les faire réfléchir. Et c'est vrai que quand, l'exemple est simple, vous prenez 2 semaines, vous notez tout ce que vous avez bu sur 2 semaines, et puis en général, après la semaine suivante, vous commencez vraiment à diminuer parce que c'est hallucinant. Donc je trouve que
que vous la fassiez totalement les 28 jours, cette tournée minérale, ou ne fût-ce que vous essayiez déjà de diminuer, je crois que le pari est gagné. Alors en plus, derrière, il y a le côté solidarité qui est hyper bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Je suis sûre qu'autour de la table... on est tous au-dessus, on pourrait tous être considérés comme alcooliques. Qui va faire la tournée minérale? François Heureux, vous allez faire la tournée minérale? Non, pas sûr. J'aimerais vous dire Nicolas oui, mais Roisin non plus, et Marcel Sey. Moi, je la fais plusieurs fois par an, mais je fais des tournées minérales d'une semaine, 2 semaines. Bon, voilà. Comme ça. Enfin, Voilà. Et je vous, bois pas beaucoup. Et vous, Emmanuel Moi, Debois, je bois qu'est-ce que très vous en peu. pensez? Je bois très peu. Je trouve ça très bien qu'on puisse sensibiliser, effectivement. Non, je ne suis pas un grand fêtard pour le coup, mais je trouve ça très bien de pouvoir sensibiliser effectivement à l'abus d'alcool. Et ce genre d'initiative y participe. Et vous, Émile Kir? Moi, je trouve qu'on vient de briser un tabou. Je trouve que cette campagne brise un tabou parce que culturellement, ne pas boire est un problème quasi. Et donc, il y a une incitation à boire. Regardez n'importe quel événement, JO, Coupe du Monde, c'est tout le temps l'alcool qui est mis en avant. On fait la promotion de l'alcool tout le temps. On sait que ça nuit à la santé. Et après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes dans nos quartiers. Moi, j'ai eu un incident dans ma commune. Il y a quelqu'un qui s'était enfermé dans son bureau et puis on a dû casser la porte pour aller le chercher la nuit ou à un autre moment. Et ici, je voudrais faire le parallèle entre deux types de consommation, le cannabis et l'alcool. Sur le cannabis, on est dans un pays surréaliste. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre, mais on peut en consommer de manière très, très modérée. Et et quelqu'un qui en consommerait, c'est tout de suite quelqu'un, paf, il est stigmatisé, c'est quelqu'un, on n'en va pas. Et à côté, il y a l'alcool, permissif, normal, etc. Je trouve cette campagne géniale. Ça nous permet de pouvoir en parler. Est-ce qu'on va faire une tournée pour ne pas prendre cannabis aussi? François Heureux, c'est peut-être une idée, ça aussi. C'est une bonne idée, mais je reviens sur ce que disait Émile Kir. Je vous conseille la lecture d'un petit papier d'un confrère de l'Avenir qui s'appelle Xavier Disqueuve et qui raconte que lui, il a déjà fait son mois sans alcool et que c'était l'enfer total parce que il s'est fait railler par tous ses amis et qu'à la fin, finalement, on ne l'invitait plus parce que de toute façon, il ne buvait pas d'alcool et qu'avec lui, c'était pas marrant. Non, mais c'est un vécu assez... Et donc, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte, et c'est évidemment en ça que cette campagne est intéressante, c'est là qu'on se rend compte que, effectivement, l'alcool est tellement ancré dans nos relations sociales et dans notre vie quotidienne, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour la grande majorité, qu'elle en est intéressante et qu'on est face à ce constat, effectivement, l'alcool est partout dans nos vies maintenant. Nicolas Roisin? Également, vous parliez de sport, des JO, regardez les sponsors. Sport, football, c'est la Jupiler League. Il y a une mise en avant de l'alcool, parfois aussi un petit peu hypocrite, puisque d'un côté, on va prendre tout ce que ça mène d'un point de vue économique du sponsoring, et de l'autre côté, on va dire c'est pas bon pour la santé. C'est le pays de la bière, la Belgique. C'est le problème, en fait, c'est que finalement, c'est très culturel, et s'y attaquer, c'est comme si on volait le vélo de la gamine, quoi. Oui. Et voilà, donc c'est à la fois cette espèce, arriver à lutter contre cette pression sociale où tout de suite, la jeune fille le disait dans le reportage, vous êtes stigmatisé parce que vous ne buvez pas d'alcool. Quand vous êtes une femme, on vous demande si vous êtes enceinte, et quand vous êtes un homme, on vous demande si vous êtes malade. Donc, c'est comme l'aéroport. Jamais été stigmatisé. Il y a un côté santé publique, il y a un côté économie. Oui, il faut faire à la balance. Parce que là, il faut avoir le courage à ce moment-là d'interdire la publicité pour l'alcool. Oui. Il faut avoir ce courage-là. C'est vous, les hommes politiques. C'est ce que nous portons aussi, oui. Donc ce courage-là. Je pense qu'à terme, dans les enceintes sportives, en tout cas, il faudra éviter des publicités. Je pense qu'il faudra commencer par une première étape. Mais on ne peut pas à la fois faire la promotion de l'alcool sans... je dirais, mettre des limites. Il faudrait un peu comme expliquer. La cigarette, comme on a fait pour la cigarette. Un peu comme pour la cigarette. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est le regard qu'on pose sur les gens. Je trouve que par rapport à l'alcool, on ne voit pas quelqu'un qui pourrait être en souffrance. Par contre, quelqu'un qui prendrait un peu de cannabis, c'est tout de suite, évidemment, un autre type de regard. Je trouve ça un peu dommage que la société a un regard un peu... très différent en fonction de l'accoutumance qu'on peut avoir, je trouve. Vous êtes le seul à ne pas avoir répondu. Est-ce que vous avez... Parce que je ne vous ai pas posé la question. Vous allez faire la tournée minérale, vous ? Écoutez, moi, je ne suis pas un très grand consommateur. Je ne suis pas un très grand consommateur, donc c'est quelque chose que j'aime bien. D'accord, ça va. Aurore Pénois, vous avez le mot de la fin pour cette petite chose, sans qu'on discute sur justement ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec l'alcool. Vous parliez justement des campagnes de publicité. Moi, il y a quelque chose qui m'hallucine toujours, c'est qu'il y a énormément de campagnes de publicité pour ne pas boire au volant. Néanmoins, si vous arrêtez dans une pompe à essence partout dans ce pays, vous pouvez acheter de l'alcool. Donc à un moment, il y a peut-être aussi... J'en ai une bonne, 30 secondes. Oui. C'est la campagne Bob. C'est terrible. Allez boire. Donc allez boire et prenez quelqu'un qui peut vous raccompagner à la maison. C'est top. Oui, c'est vrai que... Alors, je tombe toujours sur changeons de sujet. On va parler des fresques qui fleurissent dans Bruxelles.
2 seulement pour cette semaine. Mais comment font ces graffeurs pour arriver à peindre en hauteur et avec autant d'adresse? Un reportage d'Essine Kenak. Surprise pour les habitants de cet immeuble rue des Brigitines, ils se sont réveillés lundi matin avec une nouvelle fresque sur la façade de leur appartement. Si certains n'ont rien entendu, cette locataire du 7e étage a été perturbée pendant la nuit. Je n'ai pas vu de mes yeux, mais j'ai entendu du bruit. Des zbooms, comme si quelqu'un escaladait. Bon, je ne veux pas dire que c'est ça, parce que vu que nous, dans cet immeuble, on n'a que des tentatives de cambriolage et du bruit. Quand même pour le travail, parce que faire ça en pleine nuit, avec le froid qu'il fait, en rappel, et quand même une taille de dessin comme ça, je trouve au niveau de la performance, je vais dire j'applaudis, mais j'applaudis pas trop l'image. Une personne qui reste des longues heures, je sais pas moi, s'accrocher à la corde dans un mur qui est dangereux déjà. Et pour faire ce dessin, c'est qu'elle est capable de faire autre chose dans l'immeuble et que tout le monde dort. Alors une question se pose, comment cet artiste est parvenu à peindre cette fresque à plusieurs mètres de haut? L'artiste ou les artistes ont dû s'assurer en haut du toit à l'aide de cordes, pour ensuite redescendre et peindre en rappel. Des conditions assez difficiles pour une si grande peinture. Un autre défi pour l'artiste, celui du manque de recul par rapport à son œuvre. On peint en rappel, on est à 1 mètre de son dessin et donc on n'a pas la vision globale de ce qu'on fait. Maintenant, une des pistes, c'est que l'artiste a pu utiliser, ou les artistes ont pu utiliser le quadrillage du parement. Donc il y a déjà des lignes préétablies et ce qui permet de reproduire un dessin à l'échelle. Ce travail demande beaucoup de préparation et beaucoup de temps lors de sa réalisation. Pour cette fresque, il serait même probable que l'artiste revienne l'achever. Alors Nicolas, est-ce que vous êtes émerveillé ou scandalisé, vous? Écoutez, moi je suis mitigé, c'est-à-dire que je trouve que le street art, comme on dit, peut être très beau. On a pour l'instant à Anvers une très belle exposition qui est de Art of Banksy, qui est le plus grand artiste probablement pas Banksy, Banksy. Non, Banksy, tout à fait, oui. Qui est le plus grand expert probablement actuel en termes de street art. Mais ici, moi, ce qui, à titre personnel, me choque un petit peu, tout ce qui est violence ou nudité, j'ai des enfants. Je ne voudrais pas être amené, si jamais je me balade avec ma fille qui a 9 ans, main dans la main, et qu'elle voit un pénis, énorme pénis sur une façade. Moi, ça me pose problème pour ça. Maintenant, le street art, c'est très beau, mais il y a des limites dans la provocation, mais c'est un avis tout à fait personnel. François Heureux. Juste une remarque par rapport à la violence. C'est vrai qu'on s'est beaucoup ému de ce que ça représentait. Quand il y a la violence à la télévision, plus personne ne dit rien. Et pourtant, quand vous allumez votre télévision, vous avez une chance sur 3 de tomber sur une scène violente avec du sang, mais ça, plus personne ne... Mais vous ne l'imposez pas, la télévision, vous pouvez choisir. Émir qui est là-dessus. Moi, je pense que l'art dans la rue est une chose positive. Ici, on est dans quelque chose de... On le fait sans autorisation. Donc, il y a un but, celui de provoquer, de choquer, et peut-être d'ouvrir un débat. Alors, il y a probablement des messages qui sont aussi envoyés derrière. Et je rejoins un peu ce qui a été dit. Tout dépend de la réaction de la population et puis il y a la responsabilité des pouvoirs publics. Si c'est de la provocation et ça se transforme en violence, on aura une part de responsabilité, nous, en tant que bourgmestre. Et donc, c'est pas simple, parce que ça reste quand même de l'art, et on doit respecter les artistes, mais d'un autre côté, il faut voir un peu les réactions qu'ils peuvent avoir sur le terrain, et en fonction de ça, de prendre des positions. Je vois qu'au niveau de la ville de Bruxelles, ils sont prudents, ils vont prendre position, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et à Saint-Josse, vous auriez fait comment? Alors nous, on est occupés à Saint-Josse à faire un inventaire de tous les espaces qui peuvent faire l'objet d'une intervention murale. Et nous allons faire un concours, on va faire un appel aux artistes, parce que nous souhaiterions avoir quelque chose qui fait un autre esprit de ville. Donc ce sera officiel alors. Ce sera officiel maintenant, voilà. Emmanuel Debock, quelle est votre lecture de ces événements? 2 choses. La première, évidemment, il y a un côté performance artistique qui est indéniable et qu'il faut pouvoir souligner et peut-être se réjouir aussi de voir qu'on a la chance d'avoir dans notre capitale des artistes aussi talentueux. C'est sûr qu'il y a un débat de fond qu'il faudra peut-être avoir, notamment par rapport aux dernières fresques, mais qui sont chaque fois des référents à des tableaux historiques. Donc moi, je trouve que avoir la grille de lecture aussi, connaître les motivations, être interpellé par le message de l'artiste et ce qui l'interpelle au fond de nous-mêmes, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir accepter. Et je crois que
du coup, l'éducation à la culture s'impose à nous. Parce qu'effectivement, sans grille de lecture, on le voit, la réaction des gens, elle est fortement mitigée parce qu'il nous manque une grille de lecture. Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est au contraire un clin d'œil? Est-ce que ce n'est pas, notamment la dernière qui est très sanglante et qui effectivement peut choquer, et je comprends certaines personnes, fait référence à l'exécution des frères de 8, un tableau de maître du 17e, je crois, au 18e. Mais c'est aussi le contexte actuel que l'on vit peut-être aussi poser la question et voilà, ne fût-ce que se poser ces questions-là, c'est très intéressant. Marcel, c'est là qu'on est confronté toujours au même problème, c'est que c'est très bien d'ouvrir des murs à des artistes, mais vous n'aurez jamais la subversivité, la subversion de ce genre de travail. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est prendre la liberté de faire ce genre de travail. Après, on décide de le garder ou pas, ça c'est effectivement, ça peut être une décision communale. Mais s'il était venu voir qui que ce soit dans n'importe quelle commune de Bruxelles, on lui aurait pas autorisé. C'est hors de question. Européen. Moi, je trouve ça génialissime et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver d'ailleurs prochainement. Je vous rejoins dans l'idée que ça ouvre un autre volet de la culture. Finalement, plus personne, dans les jeunes en tout cas, je caricature un peu, mais ne va au musée. C'est aussi l'occasion, en expliquant et en découvrant au quotidien ces œuvres. Évidemment, la presse se jette toujours dessus avec les explications. Donc c'est hyper intéressant. Il faudrait installer un guide devant la fresque. Oui, peut-être. C'est aussi une manière culturelle de Bruxelles. Et d'ailleurs, en tout cas pour les histoires des pénis et autres, c'est sorti, si je me souviens bien, au mois de septembre. Ça a fait une espèce de bulle d'air touristique dans toute la campagne un peu d'émigration sur Bruxelles, où là, il y avait un côté très belge, où on découvrait ça autour de Bruxelles. François Heureux. Je trouve que ce que disait Emmanuel Deboc est intéressant sur l'éducation à l'art. Quand est apparue la fresque avec le poignard qui va égorger un jeune enfant, les premières réactions ont toutes été « c'est un appel à la violence, c'est une provocation scandaleuse ». Il a fallu, je pense quand même, quasiment, je crois, 24 heures pour que quelqu'un dise « oh mais attendez, c'est une référence à un tableau de Caravage du XVIe siècle, le sacrifice d'Abraham, et donc il y a une signification religieuse derrière ». Ah oui, d'accord. Donc vous voyez que effectivement, il a quand même fallu un certain temps avant que quelqu'un grandisse le tableau. On peut penser que l'artiste a un peu fait exprès l'endroit où il l'a mis. Il voulait cette provocation. Il provoque, et derrière, il a un message. Et on a quand même mis du temps, nous tous, y compris les filles de la culture de la ville de Bruxelles, à reconnaître que c'était une allusion à un tableau qui est quand même très connu. C'est pas non plus quelque chose de... Vous allez faire tout de suite le lien, François Heureux, avec les coups de cœur, parce que justement, votre coup de cœur, ce sont les fresques. Oui, voilà, en fait, c'est le site vivreici.be qui est entre autres géré par mon estimé confrère, consoeur, Aurore, qui a imaginé une petite balade en fait à travers Bruxelles pour voir toutes ces fresques qui sont apparues depuis maintenant quelques mois. Alors, c'est pas les fresques du réseau officiel, c'est vraiment les fresques de bonhomme ou de quelqu'un d'autre. On ne sait pas très bien, officiellement, on ne sait pas qui c'est. Mais donc, c'est une petite balade avec une carte interactive, c'est amusant et ça peut faire... c'est une autre manière de découvrir la ville. Et moi, je trouve ça sympa plutôt de mettre à l'honneur cet art subversif et qui nous étonne chaque jour. Alors, voilà. Nicolas, vous voulez nous parler du roi de la courte phrase. À Grégoire Delacour. Oui. Donc son nouveau bouquin vient de sortir, qui s'appelle Danser au bord de nous-mêmes. Et j'ai juste pris une petite citation que j'ai lue il y a quelques jours, j'ai trouvé vraiment magnifique, qui dit « On essaie toujours de comprendre pourquoi les choses basculent, mais quand on le découvre, on est déjà de l'autre côté. » Et je pense que par rapport à l'actualité, qu'elle soit positive ou négative, ça peut tout à fait s'appliquer. Donc voilà, à méditer. Quelques secondes de silence pour le méditer. Voilà. Aurore, vous allez parler de Dimitri Piot. Oui, alors si vous ne savez pas qui c'est, en fait, c'est un dessinateur bruxellois. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a une partie d'une exposition qui se trouve notamment aux estampes japonaises, au musée du Cinquantenaire. Alors déjà, les estampes japonaises, c'est une exposition extraordinaire. Elle finit bientôt, il reste à peu près 2 semaines, plus 2 petits week-ends, donc si vous n'êtes pas allé, foncez. Et donc, Dimitri Piot a redessiné à la manière des estampes, en fait, plusieurs tableaux. Ici, on voit que c'est le Mont des Arts. Au fond, il y a le Mont Fuji, d'ailleurs. Pour les 150 ans, notamment d'amitié avec le Japon et la Belgique. Donc voilà, cette œuvre, vous pouvez l'acquérir, c'est 50 €. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, si vous pouviez me la laisser avant, n'achetez pas tout. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir cette exposition, c'est somptueux. Très beau dessin, en tout cas. Marcel, vous avez 100 ans.
Oui, parce que une partie de mon travail, c'est de faire de la satire, évidemment. Donc là, je ne pouvais que me féliciter des 100 ans du Canard enchaîné avec des articles qui datent de 1915-1916 qui sont incroyables, où il se félicite des bombes allemandes qui tuent les enfants. Enfin, c'est un humour ravageur qu'on n'oserait plus du tout tenir aujourd'hui. Et c'est très rafraîchissant parce que on refait en fait l'histoire de la satire et de la méchanceté politique de jour en jour. Vous savez, Marcel Sel, que les téléspectateurs savent compter, et ils savent très bien que si ça commence en 1915 et qu'on est déjà en 2017, on est déjà à 102 ans. Non, parce que les 100 ans, c'était en 2015, voilà, il est sorti en décembre 2016, mais enfin, il faut tout expliquer avec vous. Voilà, alors moi, mon propre coup de cœur, c'est, on parlait la semaine dernière du livre Molenbeek sur djihad, et à lire en complément, si ça vous intéresse, Les Revenants, qui est un livre écrit par David Thompson, c'est paru aux éditions Le Seuil les jours. Il s'agit de témoignages de retournistes de Syrie, et il témoigne sans phare. Et vraiment, ce qu'il raconte, c'est glaçant, parce que on lit leurs témoignages, on voit qu'ils ne sont pas du tout sortis du lavage de cerveau dont ils ont été victimes. Et donc, ça vaut la peine, et ce journaliste David Thompson est vraiment le meilleur spécialiste du terrorisme. Je vous conseille donc de lire ce livre. Alors, je vais vous demander à vous aussi, nos invités, un coup de cœur. Émir Kir, on commence par vous. Une idée pour Saint-Gest, peut-être. Ce sera un hommage, rendre hommage à Georges Hazard, qui a dédié toute sa vie au crossing de Scarbeck. Il a occupé toutes les fonctions dans ce club de football magique. Il est parti il y a quelques jours, et au travers de lui, rendre hommage à tous les bénévoles et tous ces gens qui s'engagent dans le monde sportif et dans le football en particulier. Et vous, Emmanuel Debock ? Moi, c'était pas du tout communal. Mon coup de cœur, c'était par rapport au Vendée Globe, qui m'a fortement impressionné. C'est marins. Alors, il y a celui qui a gagné, mais il y a tous les autres qui suivent et qui finalement se battent non pas pour un trophée, mais contre eux-mêmes, pour se retrouver parfois aussi. Et j'ai vu avec beaucoup de passion. Et d'humilité, finalement, le message que ces personnes nous délivraient après avoir fait le tour du monde, après avoir mis en péril aussi leur vie pour pas grand-chose. Je trouve ça assez fascinant de voir des hommes comme ça qui repoussent les limites de la technologie et de l'humain. Voilà, je trouve ça fascinant. C'est peut-être le symbole de l'homme politique, lutter parfois contre le vent. On n'a rien du tout en commun, malheureusement, mais on pourrait prendre exemple sur justement ces leçons de vie que ces marins nous offrent. Merci à tous, invités, chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end d'ici là.